Thomas Lilti, bonsoir. Vous êtes cinéaste, auteur, réalisateur et vous êtes ancien médecin. Je précise cela parce que c'est vous qui êtes à l'origine, qui avez réalisé la série Hippocrate, dont la saison 2 passe actuellement sur Canal+. Pour ceux qui ne connaissent pas Hippocrate, donc c'est une série réaliste, hein, puisque vous êtes un ancien médecin, qui raconte le quotidien de ce qui se passe aux urgences. La saison 2 en particulier parle de ce quotidien aux urgences. C'était moins le cas de la saison 1, mais la saison 2, c'est vraiment une plongée dans les urgences d'un hôpital public. Un hôpital à l'image vraiment de l'hôpital que tout le monde a découvert au mois de mars 2020. C'est un hôpital un peu en souffrance, même très grandement en souffrance, qui s'abîme depuis des années avec des soignants qui sont un peu à bout de souffle. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans cette saison 2 à travers une histoire, quand même, des histoires romanesques, évidemment. Mais alors, le tournage a dû être arrêté pour cause d'épidémie. Est-ce qu'il y a d'ailleurs dans cette saison 2 que vous avez écrite, je précise, avant l'épidémie, est-ce que du coup vous avez ajouté des références, pas des clins d'œil, mais des références à l'épidémie? Oui, clin d'œil, ce ne serait pas le bon terme, mais en tout cas, cette saison avait été écrite majoritairement avant l'épidémie. Ouais. Le tournage a été arrêté par la crise sanitaire. On a tous été arrêtés et confinés. Et quand on a repris, pendant ce confinement, c'est vrai que j'ai réfléchi à comment finir la série. Ouais. Et ce dont j'ai eu conscience, si vous voulez, c'est que l'hôpital, et c'est ce que racontait déjà la saison quand j'ai commencé à la réaliser, c'est qu'une catastrophe amènera toujours une catastrophe à l'hôpital. En tout cas, tant qu'on ne prend pas vraiment soin des soignants et de l'hôpital public, une catastrophe en amènera toujours une autre. Et ce qui est dingue, c'est qu'en effet, la grande catastrophe, elle est là, c'est l'épidémie. Et donc, de pouvoir raconter cette ironie dramatique qui se produit quand on regarde la série, mais c'est terrible ce que vivent tous ces soignants. En fait, ce que je suis en train de raconter, c'est quelque chose de terrible, mais le spectateur sait que ce qui est devant eux est encore pire. Alors, on va en regarder un extrait de votre série. La catastrophe que vous aviez imaginée, c'est une canalisation qui craque et donc il y a une inondation et il faut évacuer en urgence les patients. On regarde. Je comprends pas, c'est quoi qui a explosé, le chauffage? Non, c'est une canalisation, à cause du gel. S'il vous plaît, priorité aux patients. Igor, je t'assure qu'aucun patient reste ici. Okay. Je compte sur toi. Okay. Et le matériel. Allez, on bouge, Saïd. Va où? Donc on ne peut s'empêcher de penser que vous avez vu là une métaphore, avec l'hôpital qui prend l'eau au sens figuré propre. Comme au sens propre. Et ça veut dire quoi, l'hôpital qui prend l'eau? Ça veut dire quoi? On travaille avec des bouts de ficelle aux urgences par moment? On travaille avec des bouts de ficelle, c'est difficile. Les urgences, c'est le sas d'entrée dans l'hôpital. Donc c'est vraiment à l'image de la société autour de l'hôpital. Le monde qui nous entoure rentre dans l'hôpital par les urgences. Tout le monde peut y accéder, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, quand le monde souffre, l'hôpital souffre, les soignants souffrent. Et alors, c'est marrant parce que, oui, c'est l'hôpital qui prend l'eau. Et moi, j'irais presque jusqu'au bout. C'est la métaphore du bateau qui coule, en fait. Pour moi, on en est au stade où le bateau sombre et on a des soignants qui écopent. Ils écopent depuis des mois maintenant. Alors, vous disiez qu'il n'y avait... Le texte a été écrit avant le Covid. On n'arrête pas de parler en ce moment du tri des malades. Cette scène de tri des malades, elle est décrite dans la saison 2. Vous avez imaginé donc une intoxication au monoxyde de carbone. Dès lors arrivent plein de gens intoxiqués. Ouais. Et alors, vous les triez avec un système de couleur rouge et de couleur jaune? Oui, c'est pas moi qui les trie. C'est comme ça que ça se passe. On trie, on score les malades. Ils arrivent en fonction de leur âge, de leur genre, du temps d'intoxication, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre... Quand il y a une arrivée massive de malades, l'hôpital ne peut pas prendre en charge tout le monde au même moment et au même niveau. Et pour pouvoir décider de qui on va prendre en charge en priorité et comment, il y a un système de scorage. Mais vous savez, si vous allez aux urgences, on va vous donner une couleur ou un numéro qui sera en fonction de la gravité de la raison pour laquelle vous venez. Si c'est, je ne sais pas, si vous êtes coupé la main, ce sera moins grave que si vous êtes en train de faire une douleur thoracique. Donc, c'est pas premier arrivé, premier servi, on passe en fonction de l'urgence de son cas, c'est ça? Voilà, et en général, si vous attendez 5 ou 6 heures, c'est qu'a priori, ce n'était pas si grave que ça. Mais malheureusement, parfois... le tri peut être mal fait ou ça peut être mal jugé et puis vous attendez longtemps alors que vous avez quelque chose de grave et ça c'est dramatique et ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on est débordé, parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce que les soignants ne sont pas suffisamment nombreux, toutes ces raisons-là. Et on imagine l'énervement de gens qui patientent 6 heures, qui voient d'autres arriver qui leur passent devant. Justement, je voudrais qu'on regarde cet extrait. Alors là, pour le coup, c'est un reportage de France 2, donc c'est la réalité qui a été diffusée vendredi dernier sur France 2, reportage de Claire Colnet, qui est tourné au SAMU de Lille, qui va justement aux urgences et on voit la détresse de ces patients. On regarde. À son arrivée, toute l'équipe se protège méticuleusement avant d'aller chercher le malade aux urgences. L'homme âgé de 68 ans est intubé, plongé dans le coma.
Son fils est à ses côtés. Il prie. C'est mon frère, c'est la dernière minute, je sais que c'est la dernière minute. Sans équipement de protection, impossible pour lui d'accompagner son père. Le médecin tente de le rassurer à l'écart. Il ne faut pas y aller comme ça, ils ne vont pas vous laisser rentrer. Appelez-les, ils vont vous le dire. Ils vont tout vous expliquer. Les équipes le savent. Ce patient est dans un état très grave. Son transfert est un moment critique. Cette scène est intéressante parce qu'on s'aperçoit que vous devez non seulement traiter le malade, qui a un problème de malade, mais aussi la famille des malades, qui, elle, perd patiente. Et on voit que là, il faut faire part de psychologie. Oui, c'est au-delà de ça, c'est que la prise en charge aux urgences, elle est globale. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on respecte assez peu à l'hôpital, et c'est triste, et c'est aussi pour ça que je voulais faire une série aux urgences. On ne respecte pas beaucoup les soignants qui travaillent aux urgences, parce qu'on a l'impression que c'est un peu le sale boulot, quoi. Tout le monde arrive, et notamment, il faut aussi gérer les familles. Et que c'est difficile quand il y a un fils, comme dans l'extrait qu'on vient de voir, qui s'énerve, qui s'agace, ou qui va falloir aussi prendre en charge. Ça demande beaucoup de temps, c'est pour ça c'est désastreux de voir que les soignants ne sont pas assez nombreux dans les services d'urgence, qu'on n'a plus le temps. C'est le temps qui permet de faire que le soin soit de qualité. La connaissance et le temps. Et là, on voit bien que si on manque de temps, on ne peut pas s'occuper du fils qui est en train de craquer. Thomas Lilti, vous diriez que c'est un beau métier parce qu'on imagine, on passe sa journée avec des gens qui avoir la détresse de malades et la détresse aussi des familles. Oui, mais est-ce que ça vous poursuit la nuit avec des cauchemars ou est-ce qu'on a des moments de satisfaction? On a des moments de satisfaction parce que le soin, c'est un échange. Donc quand on donne quelque chose et qu'on reçoit en retour de la personne qu'on a soignée, il y a une grande satisfaction, qu'on soit médecin, infirmier, aide-soignant. Il y a aussi la satisfaction, notamment à l'hôpital, du travail en équipe, du collectif. On a tous un savoir-faire différent et ensemble, on est là pour la même chose, c'est-à-dire aider les gens, les sauver, les soigner. Donc tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement gratifiantes. Mais le fait de le faire dans des mauvaises conditions, quand on fait mal son travail, et c'est vrai pour tous les corps de métier, c'est vrai pour un journaliste également, s'il n'a pas l'outil pour bien faire son travail, obligatoirement, ça procure un mal-être, voire une souffrance. Et quand c'est un métier d'aide à la personne, c'est particulièrement douloureux. Quand on est aux urgences, on aiguille les patients. Est-ce que ça vous arrive par moment de prendre des nouvelles de tels patients en espérant que... Pareil, le manque de temps fait que c'est très rare, mais moi, j'ai assisté souvent à des médecins aux urgences qui vont voir évidemment leurs malades dans les services. Alors, médecin un jour, médecin toujours, parce que quand le tournage a été arrêté pour cause de Covid, qu'avez-vous fait? Vous avez repris les stéthoscopes, c'est ce que vous avez raconté dans votre livre Le Serment lâché Grasset, et vous avez retravaillé à l'hôpital Robert Bélanger d'Aulnay en Seine-Saint-Denis. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a toujours les bons réflexes? Ça fait combien de temps que vous n'exerciez plus? Ça faisait presque 10 ans, donc les bons réflexes... Alors, la médecine, et je le dis une dernière fois pour toutes, c'est pas comme le vélo, hein, ça s'oublie, ça se perd, et donc je ne suis pas le même médecin qu'il y a 10 ans. Néanmoins, il y a un an, quand il y a eu la crise sanitaire, je me sentais quand même tout à fait capable de filer un coup de main, voilà, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai filé un coup de main, donc avec mes 10 ans d'arrêt de la médecine. Sauf qu'on vous a demandé d'arrêter, pourquoi? Parce que je n'étais plus inscrit au Conseil de l'Ordre. Et donc j'ai demandé une réinscription un peu dans l'urgence et ça a été impossible à effectuer. Et malheureusement, et ça je le regrette, je pense que dans la situation actuelle, des gens qui ont mon profil, on devrait pouvoir faciliter un petit peu leur réinscription au Conseil de l'Ordre. Néanmoins, au moins de façon temporaire. Et puis après, évidemment, faire des expertises pour voir si je suis apte ou pas à aider. Mais je trouve qu'on devrait pouvoir être un peu plus souple. On touche du doigt ce qu'on appelle la bureaucratie à la française qui ralentit parfois et qui empêche les bonnes volontés. Merci beaucoup en tous les cas, Thomas Lilti. Donc, je rappelle votre livre qui raconte justement ce que vous avez vécu à l'hôpital. Le Serment aux éditions Grasset. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Pourquoi Macron veut sacrifier l'ENA?